Dans la première partie de cette vidéo qui est consacrée à cette problématique du coronavirus et des mesures prises pour lutter contre cette maladie, j'ai posé la question de savoir si nous ne sommes pas devenus des injustes parmi les nations, en référence à ces titres attribués à des gens d'une bonté légendaire qui, jadis, à l'époque nazie, ont, au risque de leur vie, sauvé des Juifs. Ils ont eu ce titre de justes parmi les nations. Ils ont incarné le sens de l'histoire. Nous sommes peut-être en train de louper le sens de l'histoire contemporaine, celle de cette année 2020 où les Juifs d'aujourd'hui sont ces malades, ces personnes qui souffrent d'une insuffisance immunitaire et ces personnes âgées. Et la Gestapo d'aujourd'hui, c'est peut-être ce coronavirus qui sélectionne parmi nous et tue les plus fragiles d'entre nous. Pendant que nous nous confinons et pendant que nous nous complaisons à sauver ceux qui n'ont pas forcément besoin d'être sauvés et qui ne courent qu'un risque bénin devant cette maladie. Pour développer cette opinion, dans la précédente vidéo, j'ai parlé des remèdes pires que le mal, en référence notamment aux restrictions de liberté et aux d'autres droits qui sont restreints, les droits sociaux et le confinement, etc. J'ai fait aussi, au deuxième point, référence à notre mode de gouvernance qui est que aujourd'hui nous sommes gouvernés par la peur. Et le troisième point était d'étaler le caractère inefficace et inapproprié du confinement devant cette crise du coronavirus. Maintenant, dans la nouvelle vidéo, je vais parler des mesures qui sont, elles, vraiment efficaces et appropriées. Et je vais prendre l'exemple de la Suède qui, elle, a pris des mesures qui, à mon sens, étaient ciblées et appropriées. La Suède a laissé déconfiner sa population en liberté. Et la Suède s'est concentrée sur les personnes vraiment à risque. Ils n'ont pas pris de mesures contraignantes, mais ils ont déconseillé aux personnes âgées de sortir compte tenu du risque. Ils ont interdit des visites dans les maisons de retraite. Ils ont essayé de focaliser toute leur attention à sauver la vie des personnes fragiles. Et ils ont eu ce courage historique d'admettre cette évidence scientifique que ce coronavirus ne représente qu'un risque bénin pour la majorité d'entre nous. Et pour cette raison, ils ont laissé toute la population vaguer à ses occupations. Ils ont laissé les écoles ouvertes. Ils ont laissé l'économie tourner. Et pour ce qui me concerne, la mesure que je trouve la plus ciblée et appropriée serait une mesure de quarantaine pour les personnes à risque. Et ces personnes à risque, nous les connaissons, nous pouvons vraiment
les mettre à l'abri. Et nous devons absolument les mettre à l'abri. C'est des personnes âgées, c'est des personnes fragiles du fait de certaines maladies chroniques. C'est souvent des personnes malades et ou âgées. C'est souvent des personnes jeunes qui ont des problèmes de santé graves ou des problèmes d'addiction qui affaiblissent leur système immunitaire. D'addiction à la drogue, à la cigarette et à l'alcool. C'est triste à dire, mais ça affaiblit énormément le système immunitaire de certaines personnes qui sont à risque de ces faits et qui doivent par conséquent bénéficier de cette mise en quarantaine pour épargner leur vie. Et pour moi, l'État doit prendre ces mesures, confiner les gens dans éventuellement les hôtels, les appartements vacants, les chalets vacants, pour ceux et celles qui n'ont pas de place dans les domiciles conjugaux pour pouvoir se mettre en quarantaine à distance du reste de la famille. Et cette mise en quarantaine a pour avantage d'avoir une prise en charge appropriée des personnes dépendantes qui, au quotidien, ont besoin de soins et ont besoin d'aide pour leurs toilettes et pour leur entretien courant. L'accès à ces personnes doit être soumis à une mesure de quarantaine, à un protocole très strict avec une protection maximale, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Les aides-soignants, les infirmiers, les femmes de ménage, qui sont des héros de cette époque, sont obligés de passer d'une personne âgée à une autre dans une maison de retraite ou dans un hôpital, ou de passer d'un domicile d'une personne âgée à une autre pour apporter des soins, pour que ces personnes puissent avoir les meilleurs soins. Mais le risque est que ces personnes, ces aides-soignants, sans le vouloir, peuvent infecter les personnes, les patients, parce qu'ils ne sont pas assez protégés. Il n'y a pas assez de vigilance par rapport à cette infection nosocomiale. Et ces mesures ont pour conséquence que la majorité des personnes qui décèdent les sont, en tout cas un tiers des personnes qui décèdent les sont directement dans les maisons de retraite. Et un grand nombre de personnes meurent isolées à domicile et se voient infectées dans leur propre lit. Et donc, cette mesure de quarantaine devrait être des mesures qui respectent autant que possible les droits de ces personnes et que ces mesures soient compatibles avec une vie de famille, en l'occurrence une visite familiale, avec une promenade sous surveillance, avec un promeneur, etc. Si ces mesures sont possibles pour les restreindre le moins possible les droits de ces personnes fragiles qui ont autant besoin d'affection et de liens sociaux que de soins. Et ces mesures de quarantaine aussi doivent être accompagnées des mesures, des vidéos, conférences avec le reste de la famille, etc. Et je développe encore ces mesures appropriées de mise en quarantaine et couplées avec cette mesure d'immunité collective du reste de la population. Les deux vont de pair. Pendant les 40 jours de mise en quarantaine des personnes isolées
il faut qu'en parallèle, les autres personnes qui ne courent pas des risques, ou très peu, ou du moins pas des risques mortels, puissent vaguer à leurs occupations, continuer à diriger leurs entreprises, aller au travail, jouir de leurs droits politiques, civils, leurs droits artistiques, etc. Et que les lieux d'interconnexion et d'interaction sociale soient ouverts pour que les gens puissent s'infecter entre eux de la même manière que chaque année, les gens s'infectent en masse quand il y a des épidémies de grippe dans la société et que certains patients auront besoin d'arrêt maladie, d'autres ne vont même rien remarquer. Et c'est ce qu'un pays comme la Suède est en train de mettre en œuvre. Et on voit aujourd'hui que un pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni qui a abandonné cette politique de confinement, cette politique d'immunité collective, a en proportion autant de morts que la Suède qui n'a pas confiné sa population. Et l'autre avantage de cette politique d'immunité collective, c'est que ces personnes vont développer des anticorps pour la prochaine épidémie. Mais aussi, leur sang pourrait être utilisé pour soigner les personnes les plus à risque qui pourraient tomber malades. Donc, plus il y a de personnes immunisées, moins l'épidémie peut circuler et plus on peut sauver des vies. Alors, maintenant, je me suis aussi posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une volonté de tuer? Il n'y a pas de question taboue. Est-ce qu'il n'y a pas une négligence coupable devant toutes ces mesures inefficaces et inappropriées qui sont à l'œuvre et qui ne produisent aucun effet tangible, qui ne font que retarder notre malheur et l'étaler sur des mois? Parce que je me souviens qu'un président français a dit que le virus n'a pas de passeport. Mais les porteurs de virus ont, eux, un passeport. Donc, il était temps de fermer les frontières, de prendre des mesures inappropriées. Ça n'a pas été fait. Ça peut nous amener à nous poser des questions sur une négligence coupable éventuelle. Il y a aussi une indisponibilité des matériels et des moyens qui laissent vraiment pantois. Et cette indisponibilité persiste. Il y a des tergiversations interminables sur l'efficacité de certains médicaments et sur la validité de certaines évaluations scientifiques. Je me pose notamment la question du placebo, du test devant impliquer les groupes témoins. En temps de guerre, en temps de crise, je me demande, est-ce que c'est vraiment juste de donner un vrai médicament à certains patients et de donner des placebos à d'autres, alors que il y a un risque mortel? Je pense que la science doit être capable d'évaluer la validité de certains médicaments sans devoir faire face à des mesures dont elle a l'habitude pour pouvoir faire face à une période de crise. Il devrait être possible d'évaluer la validité de certains médicaments sans que des personnes soient mises en danger en leur administrant des placebos.
Il y a aussi une prise en charge tardive des malades, notamment des personnes âgées, isolées ou en maison de retraite. Et les médias évoquent tous les jours des cas dans une maison de retraite ou une autre où des personnes meurent dans leur lit sans assistance appropriée, sans que le pouvoir public réagisse dans un délai raisonnable. Il y a même dans certains hôpitaux un choix délibéré de ne pas prendre des patients trop faibles du fait que leur réanimation ne pourrait que leur procurer une espérance de vie relativement courte. Et donc, la question de savoir si ça ne coûte pas trop cher de sauver des vies se pose aujourd'hui dans les hôpitaux. Et ça nous permet de nous poser cette question de savoir s'il n'y a pas une volonté de tuer. S'il n'y a pas une volonté de tuer pour diminuer les charges que pèsent les personnes âgées sur les trésors publics. Il y a aussi la question du manque de mesures ciblées qui peuvent nous permettre de nous demander s'il n'y a pas une volonté de tuer. Il y a presque un effet de mode de ces confinements aujourd'hui qui fait rire, qui fait amuser et qui est sujet à toutes sortes de polémiques, de sensationnalisme dans les médias. On a presque l'impression qu'il y a une application de ce qu'on appelle la sélection naturelle, une application implicite de cette théorie du fait que les gouvernements n'arrivent pas à stopper la mort sans discontinuer des personnes âgées en dépit des mesures qu'ils nous font subir. Donc, la question aussi, la 16e question et l'avant-dernière question qu'on se pose, c'est la question de la visée machiavélique de cette crise et des mesures qui sont prises. N'y a-t-il pas une visée machiavélique? N'y a-t-il pas une politique qui consiste à obtenir la docilité de la population à l'issue de cette crise, la docilité de la population à accepter la disparition de la vie privée, à accepter les contrôles de la population, à accepter la vaccination dont la population est réfractaire, en tout cas une partie. N'y a-t-il pas une vision machiavélique quant à une volonté de détricotage des droits sociaux, d'éliminer les vieux pour faire des économies? Quel est le rôle des groupes d'intérêt dans cette crise? Quelle visée géopolitique se cache derrière cette crise? Y a-t-il une guerre bactériologique qui nous est cachée? Tant les désastres est énorme, tant les mesures sont inappropriées et inadéquates. Ça me ramène à la dernière partie de mon intervention qui est de savoir quelle est la mission de notre génération, quelle est la mission de notre époque. Avons-nous vraiment pris la mesure de cette crise? Avons-nous capté le sens de l'histoire? Puisque un auteur
dit ceci, que chaque génération doit reconnaître sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ne sommes-nous pas en train de trahir la nôtre? Puisque nous restons confinés, de peur d'avoir une grippe, d'avoir ce coronavirus qui pour la plupart d'entre nous n'équivaut qu'à une simple grippe, à une diarrhée, à une pneumonie, à des maladies non mortelles pour la plupart d'entre nous. Nous restons confinés alors que nous pourrions éventuellement apporter une aide encore plus massive aux plus fragiles d'entre nous qui encourent un risque mortel. Les jeunes se mobilisent en notre époque pour l'écologie, pour sauver l'environnement, pour un monde plus juste. Y a-t-il un monde plus juste que de secourir les plus fragiles d'entre nous? Est-il tabou de laisser nos jeunes vaguer à leurs occupations, voire même prendre les risques de se contaminer pour ensuite s'immuniser et avoir un anticorps qui pourra les protéger pour l'avenir? Est-il un tabou d'inciter les jeunes à développer, à s'infecter, à s'immuniser, puis à faire un don de sang afin que leur sang puisse aider les plus fragiles d'entre nous à faire face à ces dangers de mort en cas d'infection au coronavirus? Est-il approprié que nous essayons de surprotéger nos enfants, mais qu'à l'inverse, nous exposons de manière complètement éhontée nos aînés? Est-il approprié qu'on ne laisse pas nos enfants épouser l'environnement dans lequel ils grandissent, qu'on ne laisse pas nos enfants jouer par terre, se familiariser avec les bactéries, se familiariser avec la nature, avec l'écosystème? Ne sommes-nous pas en train de payer cette volonté que nous avons de surprotéger nos enfants et de sous-protéger nos aînés? Cette vidéo est donc axée sur cette question qui est de savoir, sommes-nous les injustes parmi les nations en 2020, ou voulons-nous être des justes parmi les nations? Allons-nous prendre les risques de courir un danger bénin, un risque bénin d'avoir une infection au coronavirus, d'avoir des maladies courantes et qu'en conséquence, on puisse être là pour suppléer les personnels soignants et pour aider nos parents qui sont à risque et qui peut-être seront un jour malades de cette corona. Puisque si nous sommes immunisés, nous sommes les mieux placés pour nous occuper de nos parents. Si les jeunes sont immunisés, leur simple présence auprès des aînés atténue considérablement la misère affective dans laquelle ces personnes se meurent. La question même de l'existence des maisons de retraite
est une véritable question de société qui peut se poser, qui n'est pas l'objet de mon sujet. Mais il est évident que, comme jadis, les justes parmi les nations, nous devons aussi accepter de prendre les risques de sauver des vies. C'était le sujet de ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.